suis Michèle Vincent, je suis la présidente de l'IUT de Bobigny. Et donc j'ai le plaisir d'être accompagnée pour cette table ronde, c'est mieux si je vais dans le bon sens, par deux personnes. Alors la troisième personne qui est Sana Moussaïd, vous prie de bien vouloir l'excuser. Son fils est tombé hier et ce matin elle a dû l'emmener à l'hôpital. Donc ayons simplement une petite pensée pour elle et son babichou, parce que je dois avouer que j'en ai la chair de poule en tant que maman. C'est le genre d'incident qu'on n'aime pas avoir à gérer. Voilà. Donc, je vous présente nos deux interlocutrices. Alors, je sais pas, je pense que vous allez apprécier parce que c'est un atelier sur la blockchain, mais nous ne sommes que des femmes. Donc, la blockchain est aussi une histoire de femmes, hein, pas qu'une histoire d'hommes. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Gwenaëlle Deveau. Alors, Gwenaëlle est la chef de projet études et prospectives de l'OPCO Atlas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle accompagne les branches professionnelles, bien évidemment, qui sont dans le périmètre de l'OPCO Atlas, dans tous leurs travaux de prospective d'emploi. Hein, donc, alors, ce sont des travaux d'observation, mais aussi d'analyse. Et elle va, lors de cette intervention, nous parler d'une étude que l'OPCO Atlas a menée sur la blockchain, étude toute récente puisqu'elle est sortie en juin. Donc vous allez être parmi les premiers à en avoir la restitution via Gwenaëlle. Je vous présente aussi Mathilde Morino. Alors Mathilde est docteure en sciences de l'information et de la communication. Elle a fait sa thèse de doctorat sur la gouvernance d'Internet et l'enseignement à l'université. Donc on s'est dit qu'elle était bien dans le profil qu'il nous fallait pour pouvoir parler de ce sujet-là. Elle a travaillé dans le privé. Alors elle a été en agence de com, en planning strat. Alors le planning strat en agence de com est l'observateur des évolutions. Et donc c'est un métier de veille permanente. Hein. Et puis elle a aussi travaillé à l'OPCO Atlas. Hein, je me trompe pas, hein, je crois que vous avez été. Et maintenant, elle est directeure des relations académiques chez XPRL Commons. Alors, c'est une association de loi 1901. Alors, le fondateur, David, de cette association est dans la salle, donc vous pourrez échanger avec lui. Et la vocation, alors la vocation est large, mais c'est notamment d'œuvrer au partage de la connaissance sur la blockchain. Et donc, Mathilde nous en dira deux mots, mais je vous invite à vous rejoindre de David et de Mathilde par la suite pour échanger avec eux sur l'activité de leur association. Voilà. Donc, on va démarrer d'abord. Je vais me tourner vers vous, Mathilde, par un exercice super difficile. Mais bon, comme vous avez été planeur strat, vous savez parler facilement de choses difficiles. Et donc, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce qu'est le Web 3, ce qu'est la blockchain, avec des mots simples. Merci Michèle, bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup de pouvoir être ici et partager avec vous à la fois ce qu'on fait chez XRPL Commons et en même temps les connaissances qu'on peut avoir sur la blockchain et le Web 3. Je vais essayer d'être un peu synthétique car je sais que quand on parle de blockchain, en général, à la fois tout le monde en a entendu parler et en même temps personne ne sait vraiment de quoi on parle. Donc en quelques mots, la blockchain, ou plutôt les blockchains, parce qu'en fait la blockchain c'est une technologie où il existe plusieurs types de manières d'échanger les informations et de consensus notamment. Donc c'est une base de données qui est décentralisée. Une copie de cette base de données va être possédée par tout le réseau de pair à pair qu'on retrouve et qui a été, donc le réseau de pair à pair, ça a été mis en avant lors du keynote d'introduction, on le retrouve avec les logiciels libres, etc. Et c'est partagé par tous ceux qui vont être sur le même protocole, par ceux qui vont avoir établi un mode de consensus et donc des règles d'échange et de vérification pour pouvoir valider les choses et que ça permette ainsi une traçabilité. Donc là, on est ici pour les IUT. Si je devais utiliser 3 lettres pour définir ce qu'est la blockchain, donc ce serait plutôt un modèle IAT, donc ce serait immuable, auditable et transparent. Le Web 3, quant à lui, ce sont plutôt tous les usages qui vont émerger grâce à la technologie blockchain et qui vont redéfinir la manière dont on va travailler en groupe, dont on va collaborer et la manière dont on va déplacer de la valeur. Donc le Web 3, ça permet de voir émerger de nouveaux modèles, de nouveaux usages, notamment avec une notion de collaboration à grande échelle,
avec de nouveaux modèles de gouvernance, avec une définition de nouveaux modèles de partage ensemble. Et c'est aussi, je pense, un des éléments qui nous rassemble aujourd'hui, c'est justement cette question de l'échange des connaissances et comment les communiquer dans un réseau sécurisé. Et donc, ça a un impact dans chacune des industries aujourd'hui. Donc, la finance comme fer de lance, qu'on connaît notamment à travers les questions de crypto-monnaie, mais pas uniquement. Il y a aussi tout ce qui va être lié au modèle de propriété, que ce soit de la valeur de propriété intellectuelle, de propriété foncière ou autre, et finalement, partout où il y a des besoins de transparence et de sécurité. Alors, attendez, là on parle de Web 3, mais ça veut dire qu'il y a eu un Web 2 ? C'est quoi le Web 2 ? Je pense que pour répondre, la façon la plus simple, ce serait un exemple. Si je vous envoie une photographie, dans le Web 2, je vous envoie une copie de cette photographie et je pourrais l'envoyer à l'ensemble des personnes présentes ici et on posséderait tous une copie de cette photographie. Dans la blockchain, je pourrais vous envoyer cette photographie, mais du coup, vous la posséderiez et ce serait inscrit dans les registres. Et donc, le registre de propriété aurait changé. Ce serait vous qui l'auriez, puis vous l'enverriez à une autre personne. Et par contre, chacune des personnes présentes ici aurait une copie de la base de données qui notifierait ou serait inscrit que cette photographie a été échangée et que je vous l'ai envoyée et qu'aujourd'hui elle est vôtre. Très bien. Est-ce qu'il y a, sur la question de compréhension, parce qu'il faut savoir, je vais laisser la parole à Gwenaëlle après, mais est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires ? Est-ce que on verra des exemples concrets après, mais non, ça va ? Oui, pardon. Quel est l'intérêt de passer, de savoir que tout le monde a un titre de propriété, d'avoir cette traçabilité ? Qu'est-ce que ça change concrètement et qu'est-ce que ça apporte ? Ça change vraiment la question de la confiance. Par exemple, pour les diplômes aujourd'hui, lorsqu'ils sont délivrés au sein des écoles, au sein des universités, des UT ou n'importe quelle institution, tout le monde peut éventuellement revendiquer d'être passé par la formation et de dire j'ai eu ce diplôme. Il n'y a pas forcément d'organe de vérification du diplôme qui a été certifié. À partir du moment où c'est inscrit sur la blockchain, on peut vérifier que ce diplôme a réellement été émis par l'institution référente. Ça va vraiment changer, ça va rétablir de la confiance dans un système où a priori il n'y en a pas. Je crois qu'il y avait une autre question derrière, non ? Ou est-ce que j'ai... Non ? D'autres... Oui ? Bonjour, alors j'ai juste peut-être un petit complément par rapport au NFT, comment vous vous positionnez la blockchain ? Comment ? Les NFT, c'est par exemple en art maintenant, on arrive à posséder une... Voilà. Les NFT, alors les NFT sont un des usages qui peut être fait de la blockchain, ça peut être effectivement pour les œuvres d'art, où il va y avoir du coup à un moment donné une œuvre qui va être créée et donc l'artiste va émettre son œuvre, puis ça va être transféré et lui à chaque étape va être rétribué aussi, ce qu'il n'y a pas dans un système où finalement le galeriste va posséder l'œuvre et où derrière les droits auront été cédés et il ne touchera plus rien à aucun moment. Donc les NFT sont un des modes d'application de la blockchain, mais ils ne sont pas toute la blockchain. Il y a vraiment cette question de la blockchain en tant que technologie et les usages qui peuvent en être faits. Alors NFT, monsieur le reprécisait, c'est Non-Fungible Token, c'est ça ? Il y avait une autre question ? Je vois pas. Non ? Ok, très bien, merci, merci Mathilde. Gwenaëlle, alors vous allez nous présenter votre étude, donc je vous donne la zapette pour que vous puissiez avancer. J'ai quand même quelques questions auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez au travers de cette étude. La première, on parle de blockchain. Est-ce que c'est une tendance du moment ou est-ce que c'est une vraie tendance d'avenir ? Le Web 3, on en parle, on dit qu'en effet, ça s'appuie sur la blockchain, que c'est une structure très décentralisée. Est-ce que c'est quelque chose qui va demeurer ou est-ce que c'est simplement une bulle actuelle ? Ça, c'est une première question. La deuxième question, je trouverais intéressant d'aborder dans cette étude, c'est est-ce qu'il y a des métiers nouveaux qui apparaissent ? Donc voilà. Et puis, troisième question, c'est est-ce que finalement, à aujourd'hui, on a les compétences qu'il faut, enfin les formations initiales qu'il faut pour les compétences qui sont attendues dans les entreprises. Voilà.
C'est mes 3 questions transversales au travers de votre étude. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. C'est parfait parce que l'étude répond exactement à toutes vos questions. Donc, en fait, l'OPIEC, donc l'Observatoire des métiers du numérique, de l'ingénierie et du conseil, excusez-moi, a réalisé une étude visant à identifier effectivement les évolutions liées à la blockchain sur les métiers du secteur, enfin de la branche bureau d'études, donc toutes les entreprises en fait qui relèvent de la convention collective 1486. C'est un peu technique, mais c'est important parce que l'étude porte sur ce périmètre-là. L'étude avait également comme objectif d'identifier les besoins en compétences des entreprises de cette branche professionnelle. En fait, malgré ces 15 ans d'existence, la technologie blockchain est encore finalement assez récente. Et l'étude OPIEC a montré que l'écosystème est encore restreint, en tout cas parmi les entreprises de la branche bureau d'études. Mais elle représente un fort potentiel de développement avec d'importants besoins de compétences en développement et en langage de programmation. On y reviendra plus en détail un peu plus tard. Donc, dans la branche bureau d'études, l'écosystème est estimé aujourd'hui, comme vous le voyez à l'écran, à 240 entreprises pour 3806 salariés, avec des prévisions estimées dans le cadre de l'étude à 10 500 salariés d'ici 2028, soit une augmentation de 175%, ce qui n'est pas négligeable. En effet, plus de 3000 technologies existantes, Mathilde le disait à l'instant, il existe actuellement des centaines de technologies blockchain qui sont différentes et chacune avec ses propres caractéristiques et elles varient considérablement selon les secteurs d'activité et les cas d'usage pour lesquels elles sont destinées. Donc vous allez avoir par exemple Ethereum dans les secteurs de la finance, IBM Blockchain dans la logistique, Energy Web dans le secteur de l'énergie, etc. Donc pour les entreprises de la branche bureau d'études qui finalement vont accompagner les entreprises de leurs différents secteurs clients, je pense que c'est assez illisible. J'en suis désolée. En tout cas, les entreprises de la branche bureau d'études vont devoir effectivement s'adapter pour accompagner leurs clients selon donc le secteur d'activité et les cas d'usage. Dans le cadre de l'étude, on a pu étudier une douzaine de cas d'usage. J'aurai pas le temps là de détailler, mais que vous pourrez retrouver vous aurez le lien où vous pourrez télécharger l'étude et l'ensemble des livrables sur le site de l'Observatoire des métiers du secteur du numérique, l'OPIEC. En fait, la technologie blockchain a longtemps été effectivement considérée comme obscure car elle était méconnue et elle était effectivement réservée à un groupe d'initiés. Aujourd'hui, elle a gagné, comme le disait Mathilde, elle a gagné en maturité pour devenir une réelle réponse technique, transparente et sécurisée. Vous disiez quel est l'intérêt de la blockchain ? Voilà, on peut résumer à ces aspects, c'est une réponse technique, transparente et sécurisée. Et donc qui répond à de nombreux cas d'usage qui aujourd'hui ne sont pas spécialement réservés au secteur de la finance. Donc dans les 12 cas d'usage là qu'on voit à l'écran, on a pu étudier un cas d'usage dans la gestion de chaînes d'approvisionnement, un cas d'usage de partage de bornes de recharge de voitures entre particuliers, également dans la traçabilité alimentaire de producteurs aux consommateurs, etc., etc. Les entreprises de la branche bureau d'études, en fait, vont pouvoir intervenir, par rapport à la blockchain, elles vont être soit productrices de blockchain, soit elles vont être utilisatrices de blockchain, en fait. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui vont produire une solution basée sur une technologie blockchain pour leurs clients. Donc évidemment, encore une fois, ça diffère selon le secteur d'activité
et selon le cas d'usage. Alors là, sur ce slide, vous avez effectivement l'ensemble des livrables de l'étude. Donc un rapport complet de 150 pages, effectivement ça peut faire un peu peur, mais je vous invite quand même, j'espère que j'aurai réussi à vous donner envie de consulter ce rapport qui est complet. Et puis nous avons bien évidemment également produit des documents de synthèse pour pouvoir présenter les résultats de manière un peu plus aisée. Très rapidement, quelques mots au niveau de la méthodologie qui a été utilisée dans le cadre de l'étude. Cette étude prospective, c'est une méthodologie assez classique. Déjà, l'étude s'est déroulée sur 8 mois, donc de septembre à avril 2023. Et elle s'est déroulée en 4 phases. Tout d'abord, comme d'habitude, une phase de cadrage, puis ensuite un état des lieux de la blockchain, et toute une partie sur la prospective, et puis ensuite l'objectif quand même de ces études, puisqu'elle est réalisée par l'Observatoire des métiers de la branche du numérique, c'est effectivement de pouvoir donner des pistes d'action aux mandants qui sont donc les partenaires sociaux et les représentants des organisations patronales et salariales de la branche du numérique et du conseil. Donc il y a eu une 50aine d'entretiens terrain avec des entreprises donc, de la branche bureau d'études. Sur ces 50 entretiens, il y a eu à peu près 35 entretiens avec des entreprises. Il y a eu quelques entretiens avec des établissements de formation. Nous avons également réalisé une enquête quantitative, une enquête en ligne auprès des entreprises de la branche bureau d'études, à laquelle nous avons eu 222 répondants. Je vais vous présenter quelques chiffres clés de cette enquête. Évidemment, comme dans toute étude, on a élaboré différents scénarios de prospective. Enfin, de prospective, on n'est pas non plus à 10 ans. En fait, c'est plutôt l'analyse de l'observation et puis de l'évolution des tendances. Donc, on est plutôt à 3-5 ans. Et comme je vous le disais, on a analysé une douzaine de cas d'usage d'entreprises dans et hors la branche bureau d'études. L'étude a été pilotée par un comité de pilotage paritaire, donc de représentants d'organisations patronales et salariales de la branche bureau d'études, et on a travaillé avec un cabinet d'études, le cabinet Paradox, qui est expert en fait sur ces questions d'emploi et de formation, avec une expertise donc, en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et ce cabinet, au-delà de cette expertise en GPEC, avait dans son équipe de consultants des experts sur la blockchain. On peut citer par exemple Yves-Michel Leporcher, qui est co-auteur de 2 ouvrages sur la blockchain. Donc, si on fait un focus sur les résultats de l'enquête quantitative que nous avons réalisée dans le cadre de l'étude, on peut identifier finalement 3 profils d'entreprises, encore une fois dans le périmètre de la branche bureau d'études. Donc 17% des entreprises répondantes ont indiqué avoir un projet blockchain, travailler sur un projet blockchain. 14% des entreprises répondantes prévoient de travailler sur un projet blockchain. Donc finalement, comme je le disais en introduction, finalement on arrive à peu près 30% d'entreprises qui sont déjà sur le sujet. C'est pas encore très important, donc il y a effectivement une phase d'appropriation, même si la technologie aujourd'hui est mature, il y a effectivement une appropriation de la part des entreprises, et pourtant dans le secteur du numérique qui est encore, qui doit progresser. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que sur ces 17% d'entreprises 17% d'entreprises répondantes qui ont déjà un projet blockchain, on a quand même 75% d'entreprises de moins de 10 salariés. Bon, c'est plutôt sur le format start-up, ça n'a rien de finalement d'étonnant. Donc ensuite, si on fait un focus sur justement ces entreprises, toujours par rapport à l'enquête qui a été menée et par rapport à leurs réponses, on a analysé les résultats, et si on fait un focus sur les entreprises de la branche qui travaillent actuellement sur la blockchain,
c'était intéressant pour la branche de constater que finalement 91% des entreprises de la branche qui ont des projets blockchain en cours utilisent cette technologie à des fins commerciales. C'est-à-dire qu'elles se servent de cette technologie pour développer une offre de services ou de produits à destination de leurs clients. Donc on peut également, sur ces entreprises qui travaillent sur la blockchain, identifier deux profils. L'entreprise qui est spécialisée dans la technologie blockchain, qui va réaliser plus de 50% de son chiffre d'affaires grâce à cette technologie. Puis, deuxième profil, l'entreprise qui n'est pas spécialisée, mais qui propose une offre de services ou de produits dont la blockchain fait partie. Sur les secteurs clients des entreprises de la branche bureau d'études, j'insiste, c'est bien sur le périmètre donc de la branche bureau d'études, numérique, ingénierie, conseil et métier de l'événement. Ce qui est intéressant, c'est que, alors vous allez retrouver dans le top 1 les entreprises du secteur du numérique. Donc finalement, les entreprises du numérique vont avoir comme premier client des entreprises du numérique. En top 2, nous allons retrouver sans grande surprise le secteur de la banque, des assurances et des services financiers. Ensuite, vous le verrez dans l'étude, parce que je ne vais pas pouvoir rentrer trop dans le détail, mais selon si c'est une entreprise qui relève du secteur du numérique ou du conseil, finalement, donc on va toujours être sur le top 1. Les premiers secteurs, c'est les entreprises les secteurs clients, c'est les entreprises du numérique, mais ensuite ça diffère un petit peu. Par exemple, pour le conseil, pour le numérique, on va retrouver en top 1, c'est intéressant, la culture, le sport et les loisirs. Alors ensuite, sur le cœur de ce qui nous intéresse dans le cadre de cette étude, et pour répondre à votre question, c'est quels sont les métiers qui sont impactés par la blockchain. Alors là, c'est pareil, nous avons pu identifier 3 catégories de métiers. Tout d'abord, les métiers qui sont au cœur de la technologie, et qui sont en très forte évolution. Nous allons retrouver le développeur blockchain. Alors, il y a 2 types de développeurs blockchain. Le développeur de protocole et le développeur d'applications décentralisées. On va également trouver un autre métier qui est en forte évolution au-delà du développeur blockchain, c'est le consultant blockchain, qui va plus être sur une dimension conseil. Et ensuite, deuxième catégorie de métiers, c'est les métiers effectivement émergents. Donc là, on va retrouver le tokenomiste et l'architecte blockchain, l'architecte de contrats intelligents. Puis ensuite, dans la troisième catégorie, finalement, on va retrouver un certain nombre de métiers de spécialistes dont l'activité se voit modifiée parce que ces métiers ont besoin, ces spécialistes ont besoin d'avoir une vision stratégique de la blockchain. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que sur la cartographie métier de la branche bureau d'études, on a à peu près cartographié 160 métiers. Et dans le cadre de l'étude, on a identifié qu'une 110 métiers étaient impactés par la blockchain. Donc il y a vraiment un fort impact de cette technologie sur les métiers de la branche bureau d'études. Et dans le rapport complet, vous pourrez trouver des descriptifs détaillés sous forme de fiches métiers sur 4 principaux métiers, ceux qui sont le plus impactés, notamment le développeur blockchain. Parce que dans le cadre de l'étude, vous pourrez les retrouver aussi, je ne vais pas m'y attarder là, mais par rapport au métier de développeur traditionnel, il y a effectivement, on a identifié 6 éléments de rupture. Donc le métier de développeur blockchain est en rupture par rapport au métier de développeur. Sur les compétences, si on fait un focus par rapport aux compétences à développer, également, on a interrogé dans le cadre de l'étude en ligne auprès des entreprises de la branche sur quelles compétences ils devaient quelles compétences ils avaient besoin pour travailler sur des projets de blockchain.
Et là, on va retrouver effectivement tout d'abord la cybersécurité, hein, évidemment. La cybersécurité, ensuite vous allez avoir tout ce qui est codage, gestion des algorithmes, cryptage, et sur la droite du slide, je vous propose en fait un focus sur les compétences spécifiques du développeur blockchain. Alors je ne sais pas si c'est très lisible, mais on va retrouver toute la maîtrise des aspects de cybersécurité, pour protéger les données sensibles et empêcher les cyberattaques. Toute la partie implémentation d'applications décentralisées, donc pour développer, déployer et maintenir des applications décentralisées. Ensuite, il y a toute la partie des langages de programmation qui sont spécifiques pour développer sur un protocole blockchain. Donc, vous avez sûrement dû entendre parler de Solidity, Rust, C++, etc. Ensuite, il y a toute la partie gestion des algorithmes de consensus. Et puis, bien évidemment, la maîtrise de la cryptographie. Sur l'offre de formation, donc dans le cadre de l'étude, on a réalisé une analyse de l'offre de formation à date en France. Alors, c'est pas exhaustif non plus, mais on a quand même, donc l'idée c'était d'identifier les parcours qui étaient en lien avec la blockchain. Donc, on a pu identifier 155 formations en lien avec la blockchain, réalisées par 53 établissements en France. Donc parmi ce qui est intéressant, c'est que parmi ces formations, 42 finalement seulement sont spécifiques sur la technologie blockchain au niveau national. Donc ces actions qui sont opérées par 53 organismes de formation, on a identifié 8 universités avec 32 parcours identifiés. Ce qu'on peut noter, c'est que en 2019, il y avait une étude de la DGE, la Direction Générale des Entreprises, sur les verrous technologiques de la blockchain. Cette étude avait été publiée en 2019. Et dans le cadre de cette étude, il avait simplement été identifié que 3 universités. Aujourd'hui, on en a identifié 8, donc 3 fois plus en 4 ans. Donc ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un développement de l'offre de formation, notamment universitaire, assez importante. Ensuite, dans les établissements de formation, on a identifié 9 écoles d'ingénieurs qui sont souvent associées à des centres de recherche et de développement, avec en face donc 20 parcours de formation identifiés, et puis 34 établissements d'enseignement supérieur, avec des 11 cursus spécifiques. On peut citer par exemple celui de la SGI. En matière de formation continue, on voit apparaître des établissements de formation qui proposent des formations évidemment plutôt de courte durée et des formations très techniques. Quand je dis de plus courte durée, ça va être plutôt entre 90 et 130 heures et qui peuvent même délivrer, on a identifié une certification au répertoire spécifique, une certification de compétences qui est vraiment 100% dédiée à la blockchain. Donc en synthèse par rapport au panorama de l'offre de formation, là je suis vraiment très synthétique, encore une fois je vous renvoie vers le rapport d'études, mais en synthèse ce que je peux vous dire, c'est que l'offre de formation, je vous l'ai dit, se développe assez rapidement au niveau de la blockchain, mais notamment au niveau de l'offre de formation initiale, il y a encore des lacunes, parce qu'en fait finalement elle est très axée sur des principes généraux. Je vous parle globalement, elle est très axée sur des principes généraux de la technologie. Et deuxième point fort, c'est que l'offre de formation est finalement très axée sur des niveaux 6 et 7. Or, les entreprises, on l'a vu précédemment, de la branche en tout cas, ont de forts besoins finalement d'expertise technique sur des compétences de développement. D'où, effectivement, on va le voir plus tard dans les axes, dans les pistes d'action qui ont été préconisées au niveau de la branche bureau d'études, de développer une offre de formation, et là ça vous intéressera sûrement, plus ciblée vers des techniciens, donc vers des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3. Rapidement sur les besoins en recrutement, 83% des entreprises interrogées estiment que les profils blockchain sont rares sur le marché du travail. Donc il y a un manque de compétences clairement identifié.
Et ce qu'on peut voir, mais vous ne devez rien voir à l'écran, c'est que sur les entreprises qui ont indiqué recruter des profils techniques, 80% de ces recrutements concernent des profils techniques. D'où le besoin de développer effectivement des profils donc de techniciens, de développeurs blockchain. Et on y arrive en conclusion. Donc les conclusions de cette étude, l'objectif c'est de donner des préconisations à nos mandants, donc aux partenaires sociaux, aux représentants des organisations patronales et salariales de la branche. On a identifié 4 enjeux. Tout d'abord, continuer le développement de la structuration de l'écosystème blockchain. Deuxième enjeu, de répondre aux besoins urgents des compétences qui ne sont pas couvertes, donc notamment sur les langages de programmation. Et troisième enjeu, d'accompagner et de professionnaliser les ressources humaines. En termes de recrutement, ce sont des profils sur Web3 qui ne sont pas, qu'on n'a pas l'habitude de capter, de sourcer de la même manière. Et quatrième enjeu sur lequel j'insisterai peut-être un peu plus, puisqu'il vous concerne davantage, c'est sur la formation donc, des techniciens, vous l'avez compris, pour répondre aux besoins d'expertise technique exprimés par les entreprises de la branche bureau d'études. Je peux citer 2 pistes d'action pour répondre à cet enjeu 4 de former des techniciens, donc, qui ont été identifiés dans le cadre de l'étude. Une des pistes, ce serait de développer, en fait, d'ajouter une option blockchain en fait, sur les BTS du numérique qui existent déjà. Le BTS cybersécurité informatique réseau électronique, le BTS système numérique et le BTS service numérique informatique organisation. Donc l'idée ce serait effectivement d'ajouter pourquoi pas une option spécifique blockchain. Et puis une autre piste qui là vous concerne plus particulièrement, ce serait d'ouvrir pourquoi pas des cursus de niveau licence spécifiques sur la technologie blockchain et sur les métiers du Web3. Donc il y a effectivement un but de spécialité informatique. L'idée ce serait de développer un parcours métier du Web3 et de la blockchain. Donc on a du travail sur la planche. C'est un appel direct que nous fait le Coatlas. Donc. Et pour finir, excusez-moi, comme vous ne voyez rien au slide que je vous ai projeté, vous aurez la possibilité de retrouver donc, l'ensemble de ces livrables de l'étude. Et puis également les autres études qui ont été réalisées par l'Observatoire des métiers de la branche du numérique, l'OPIEC, qui a un site internet, donc là je vous ai mis le lien, qui réalise à peu près une quinzaine d'études par an, donc qui peuvent vous éclairer sur les évolutions des métiers. Vous retrouvez aussi sur le site du site de l'OPCO Atlas, on a développé un petit moteur de recherche dans l'espace Prospective Atlas, où vous pourrez retrouver toutes les études des OPMQ, des branches professionnelles qui relèvent du périmètre de l'OPCO. Et pour finir, je ne sais pas si vous connaissez sûrement la grande bibliothèque qui a été mise en place par France Compétences, qui recense en fait l'ensemble des études prospectives des observatoires, des métiers, de l'ensemble des branches professionnelles. Donc là, c'est une vraie mine d'or. Bon, merci Gwenaëlle pour cette présentation. Alors, est-ce que Sarah est dans la salle? Oui, alors on a une avocate dans la salle. Sarah, je crois que vous utilisez la blockchain. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, venez Sarah, comment vous utilisez la blockchain et comment ça se passe? Juste pour nous illustrer par un cas concret. Quand on est professionnel du droit comme vous, quand on utilise la blockchain, ça veut dire quoi? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. La blockchain, on l'utilise beaucoup dans le milieu juridique à titre de conservation des éléments de preuve. Et notamment, les huissiers ont mis en place un système dématérialisé de consignation dans un système de blockchain de l'ensemble des éléments probatoires. Moi, je l'utilise beaucoup en matière de propriété intellectuelle pour conserver les traces et l'origine et le contenu certain des éléments créés par des sociétés ou de conservation même des éléments de confidentialité.
Voilà. Et juste pour peut-être donner un petit éclairage juridique sur la blockchain, aujourd'hui, il y a très peu de réglementation sur la blockchain. La principale qui existe, elle est liée aux cryptoactifs. Mais on n'a pas une réglementation affirmant déjà le caractère probatoire des éléments contenus dans une blockchain devant les tribunaux. Donc ça, on l'attend tous de manière assez impatiente parce que ça permet quand même aux entreprises de conserver leur patrimoine informationnel de manière très fiable. Et donc on est tous au niveau juridique dans l'attente de décisions de tribunaux ou bien d'une loi qui va valider la blockchain comme étant un outil de conservation et de preuve pour les éléments. Dans votre pratique de la blockchain, est-ce que vous avez dû vous former? Comment vous êtes quel parcours vous avez de formation, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu un parcours de formation d'ailleurs pour vous mettre sur la blockchain? C'est une bonne question. Alors, le juridique, vous l'avez compris, on n'est pas forcément très technocentré. Mais ce qui fait que c'est finalement la curiosité de chacun à aller un peu fouiller dans la technologie, la comprendre, l'appréhender. Et ça, je pense que quel que soit le secteur dans lequel on travaille, si on vient à être dans une entreprise qui utilise ce type d'outils, c'est important aussi que tout à chacun soit un peu formé, pas forcément à la compréhension technologique très pointue, mais au moins sur les grands principes, sur qu'est-ce que permet cette technologie, comment bien l'utiliser, parce qu'il y a aussi des déviances et donc il faut maîtriser ces risques. C'est finalement encourager à la curiosité liée aux technologies et à la curiosité du coup liée à la blockchain sur tout à chacun, que ce soit du coup le futur professionnel, la personne future salariée d'une entreprise, mais aussi tout citoyen, parce que je prends l'exemple de la notion d'identité numérique qu'on entend de plus en plus, où on va avoir un capital d'identité informationnelle qui va être propre à chacun, au même titre qu'on a notre carte d'identité physique, on aura notre identité numérique, régalienne ou personnelle. Et l'outil blockchain est un outil qui pourrait accueillir cette identité-là. Et donc, on aura peut-être l'ensemble de nos informations sur cet outil-là. Donc, en tant que citoyen et en tant que futur professionnel, je pense que c'est de la curiosité à la technologie et qu'il faut être enseigné dans tous les parcours de formation et qu'il y ait une sensibilisation à ces sujets-là qui soit développée. Parce qu'on voit avec votre première slide, Gwenaëlle, que beaucoup de secteurs sont concernés par la blockchain. Donc en effet, cette ouverture vers cet outil semble être très important. Merci Sarah pour ce témoignage. Alors Mathilde, je voulais revenir vers vous parce que si j'ai bien compris, dans votre association, vous avez ambition donc, de partager des formations sur la blockchain. Et j'ai cru comprendre que derrière, vous étiez prêt aussi à accompagner les enseignants sur ces formations. Alors, Bien sûr. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie demande. En tout cas, nous, on peut témoigner d'une vraie demande, car on s'était dit qu'on commencerait à enseigner en 2024, ou en tout cas à la rentrée 2024. Et en fait, on a été sollicité pour cette rentrée. Donc, on doit déjà, pour la rentrée en septembre, auprès de certaines universités et certaines écoles, pallier un peu à une forme d'urgence, à la fois parce qu'il y a eu des demandes de la part d'établissements eux-mêmes, mais aussi, par moments, ça a été poussé par les étudiants qui voient une véritable urgence à pouvoir être formés, parce qu'ils se disent qu'ils ont besoin de ces éléments-là pour pouvoir rentrer dans le marché du travail par la suite. Et donc nous, effectivement, on crée des contenus qui sont complètement open source, qui sont à destination des personnes qui veulent se former sur la blockchain, avoir une meilleure connaissance de l'environnement blockchain, de ses applications, de ses usages. Et on vise aussi à former les personnes qui vont former les étudiants. Et donc pour ça, on déploie, donc on s'adapte en fonction des besoins de chacun. On peut faire imaginer le soir, on peut imaginer énormément de formats qui vont venir répondre aux demandes qu'il va y avoir par les personnes qui ont besoin d'être formées sur ces questions-là.
Merci Mathilde. Alors David, juste là comme on est limité en temps, je ne vais pas pouvoir vous demander d'autres exemples, mais est-ce que vous pouvez simplement vous lever, que tout le monde vous repère, parce que je pense que l'activité de l'association doit vous intéresser. Donc vous avez Mathilde, vous avez David, qui sont là pour répondre à vos questions. Si vous voulez engager des réflexions avec eux, surtout profitez du temps de déjeuner pour aller les voir. Bon. Il nous reste 7 minutes maintenant. Est-ce que vous avez des questions par rapport à toutes ces interventions? Oui, il y en a une là et puis une au fond. Alors voilà, moi c'est déjà un complément même que je veux apporter pour tout le monde. C'est que tout à l'heure on a vu un parcours but attendu. C'est pas pour nous faire plaisir, c'est réellement dans le rapport. Quand vous lisez le rapport, c'est écrit tel quel. Donc c'est pas simplement parce qu'elle intervient à la tribune qu'elle dit allez je vais leur faire plaisir, je vais dire qu'il faut un parcours but. Non, je n'ai pas adapté ma conclusion en effet. Non mais c'est véritablement dans le rapport, donc il faut bien être conscient de ça. Et puis donc Sana n'est pas là, c'est moi qui l'avais fait venir, mais vous avez vu sur toute sa présentation tout à l'heure, rien ne peut vous faire penser qu'elle est expert comptable. Alors qu'en fait, à la base, elle est expert comptable. Elle était vice-présidente du Conseil national de l'ordre, en charge du numérique certes, mais c'est une expert comptable. Et elle a senti qu'il y avait besoin de s'orienter davantage vers ces éléments-là. C'est pour ça que sa société s'appelle World of Numérique, qui a répondu à des appels à projets pour aller justement dans ce sens et avoir des formations mises à disposition gratuites, notamment au niveau de l'ordre des experts comptables, à l'issue de ces appels à projets. Donc, et là, quand on entend ce qui vient d'être dit, où je voulais me mettre à disposition en septembre 2024, mais finalement non, il faut qu'on le fasse tout de suite, parce que l'urgence, elle est vraiment là. Donc voilà, c'était juste ça le complément que je voulais apporter. Merci Franck. Il y a une question là-bas au fond, Hélène. Je suis désolée, on a le spot juste en face. Donc, oui, merci. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, moi, c'était pour bien comprendre et mesurer éventuellement l'impact de la blockchain, parce que Sarah, l'exemple que vous prenez, en fait, on aurait pu très bien apporter la même réponse avec des techniques de cryptologie, enfin des clés privées, des espaces qui sont protégés avec des clés privées. Or là, vous avez choisi la blockchain, donc je suppose qu'il y a des raisons, mais ça veut dire que potentiellement la blockchain peut se substituer à tous ces, comment dirais-je, ces protocoles de protection des données qui aujourd'hui s'appuient plutôt sur la cryptologie, c'est-à-dire des clés. En fait, la réponse a été apportée par Mademoiselle dès le départ en disant les 3 grandes caractéristiques de la blockchain, la transparence. Transparence, l'auditabilité et l'immuabilité, pardon. Parce qu'en fait, ça fonctionne sur un principe de cryptographie. La cryptographie est utilisée dans la technologie blockchain. En fait, au moment où un bloc va être créé, les ordinateurs doivent résoudre une énigme cryptographique. À partir du moment où l'ordinateur va résoudre cette énigme, elle va être vérifiée par l'ensemble des ordinateurs qui sont dans ce réseau de pair à pair. L'ensemble du réseau va venir valider si cette énigme est valide ou non. Si elle est valide, le bloc va être ajouté à la chaîne. S'il n'est pas valide, le bloc ne sera juste pas ajouté à la chaîne. Et en fait, ça permet de créer une chaîne de confiance dans la technologie et donc de créer vraiment cette question de la confiance dans un environnement où a priori il n'y en a pas. Si par exemple vous voulez modifier une information dans un bloc, vous n'allez pas pouvoir le faire. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer un nouveau bloc qui lui va dire qu'une modification a été faite dans le bloc précédent ou qui est très loin avant dans la façon dont ça a été créé. Et il y a vraiment cette question de quand est-ce que ça a été créé, par qui est-ce que ça a été créé. La traçabilité, l'immuabilité et l'auditabilité sont vraiment au fondement des blockchains. Myriam. Alors moi j'ai une question un peu plus technique parce que j'ai eu quelques projets de recherche justement autour de la blockchain, notamment pour les dossiers patients. Et vous venez de le dire, on ajoute des blocs, on ajoute des blocs, on ajoute des blocs, et il y a un problème de passage à l'échelle. Et comme c'est aussi reporté sur une base de données, ça veut dire qu'à un moment donné, on a énormément de données qui traînent, on va dire, sur le web. Et donc se pose le problème de l'accumulation de ces données.
et du coup notre éco-responsabilité, parce qu'on sait qu'un serveur aussi au niveau énergétique, ça coûte très cher. Je pense que cette question énergétique, elle se pose de toute façon et que toute technologie et toute industrie est polluante. Il ne faut pas se mentir, la blockchain, il n'y a pas de blockchain qui soit verte. Il y en a qui vont être moins consommatrices que d'autres. Et les modes de consensus, parce qu'on entend beaucoup parler du proof of work par exemple, en fonction du type de consensus qui va être décidé, ça va être plus ou moins consommateur en énergie. On a du temps pour une dernière question. Philippe ? Merci, oui, Philippe Quillou, président de Laval. Juste une question de béotien. Qui crée les blockchains? Qui définit les règles des blockchains? Et qui administre les blockchains? Alors, qui crée les blockchains sont généralement des développeurs ou des personnes qui sont intéressées par les technologies et par la technologie de manière plus spécifique sur la blockchain, qui connaissent et maîtrisent la cryptographie, qui forment des communautés. Et après, ces personnes-là vont s'entendre pour créer donc, le fameux mode de consensus, qui sont les règles qui vont être mises en place pour savoir comment valider un bloc. Donc, il va y avoir, par exemple, donc je le disais, la preuve de travail. La preuve de travail, elle, ça va être l'idée de l'ordinateur va travailler, va résoudre son énigme cryptographique. Les autres vont venir résoudre et valider ou non cette preuve de travail. Et l'ensemble du réseau, par la suite, aura montré que l'ordinateur aura bien travaillé, aura participé à ce réseau-là. Mais d'autres types de consensus existent et d'autres formes peuvent exister. Par exemple, nous, le XRP Ledger, c'est sur un système de Proof of Authority. Et donc, en fonction de ça, les communautés ne sont pas les mêmes, les validateurs ne sont pas les mêmes et les règles établies non plus. Le sujet sous-jacent, je pense que vous indiquez, c'est la souveraineté associée. C'est vrai qu'en plus, il y a plusieurs typologies de blockchain entre les publics, les privés et les intermédiaires. Donc et cette question de la décentralisation est fondamentale dans la blockchain. Alors, si on touche à la question de la gouvernance, je pense que c'est intéressant de mentionner que, par exemple, en France, il y a un groupement d'industriels qui se constitue en ce moment, enfin ça fait déjà un peu plus d'1 an que le groupement est constitué, dans lequel il y a l'imprimerie nationale, la Poste, EDF, Suez, un certain nombre d'acteurs industriels français qui créent une blockchain, ou plusieurs blockchains, en tout cas une infrastructure hébergée en France, dont la gouvernance est en France, avec cette notion de délégation de service public qui s'appuie sur une infrastructure décentralisée, mais gouvernée par voilà, un groupement d'industries. Donc en fait, il n'y a pas cette notion de dire il y a une blockchain et tout le monde utilise la même. Il y a plein de blockchains. Les industries, en fonction de leurs besoins, peuvent choisir tel ou tel protocole, peuvent déployer leur propre infrastructure ou utiliser une infrastructure publique. Sur la notion de la scalabilité, du passage à l'échelle, que ce soit dans la blockchain ou pas dans la blockchain, de toute façon, ces données vont être stockées quelque part. Le protocole XRP Ledger, ça fait 11 ans qu'il existe, c'est une assez vieille blockchain. La totalité du protocole, aujourd'hui, occupe 22 Tera de données, ce qui est tout à fait raisonnable. Et il faut aussi bien avoir en tête que quand on utilise la blockchain, on ne met pas forcément l'intégralité des données dans la chaîne. Il y a une partie des données, en tout cas celles qui sont pertinentes, vont dans la chaîne, celles qui ne sont pas pertinentes vont dans des serveurs qui ne sont pas décentralisés et qui restent accessibles. C'était une micro-précision sur l'état de l'industrie aujourd'hui. Merci. Je crois qu'on peut rappeler, c'est marqué en début de votre étude, que la France fait partie des pays qui sont très en pointe sur la blockchain. Et donc les initiatives sont nombreuses en France. Et ça rend encore plus importante cette perspective de pouvoir ouvrir une filière but, puisque derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir nous mettre à la disposition des entreprises des jeunes qui seront formés en France et qui vont être attendus, comme nous l'a dit Gwenaëlle, par nos entreprises. Est-ce qu'on a fait le tour, mesdames? Oui? Oui? Très bien. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là cet atelier. Elles restent avec nous pour déjeuner, toutes. Donc n'hésitez pas à les interpeller. Merci pour votre présence et merci pour votre participation. Merci à vous, mesdames. Au revoir.